Bonjour tout le monde, il est l'heure, il est 9 heures. Merci d'être présent aujourd'hui au GICO pour une présentation qui porte sur l'économie nouvelle avec la sphère marchande à la conquête de la sphère non marchande. Alors je me présente très rapidement, on y reviendra dans quelques instants après une introduction. Je suis Philippe Ginès, le directeur de Citeco, la Cité de l'économie et de la monnaie, un établissement qui va prochainement ouvrir à Paris, mais je vais vous en parler dans quelques instants. Et donc pour m'accompagner, moi je suis le modérateur, j'ai à ma gauche Michel de Bonneuil et à ma droite Jean-Yves Boulin, que je vais présenter aussi dans quelques instants. Alors il se trouve que cette présentation a été préparée aussi avec des élèves. Ces élèves, partenaires de la conférence, viennent du lycée Notre-Dame de Bel-Air à Tarare, dont le directeur est Alain Roussard, et avec notamment des élèves qui suivent l'option cinéma audiovisuel avec M. Pierre Lambert, professeur de sciences économiques et sociales. Des élèves de terminale économique et sociale et des élèves du lycée Jean Perrin et du lycée Saint-Marc, enseignants Dominique Budin et Rémi Brun. Alors, cette opération en partenariat va nous permettre tout de suite de voir une petite vidéo qui a été préparée par eux. On va commencer par là. Alors les services marchands, ça peut être défini comme l'ensemble des services qui ne possèdent pas directement de valeur marchande, donc de prix. En effet, on constate qu'il n'existe pas vraiment un marché des services non marchands où ils s'échangeraient, et donc il n'existe pas de concurrence entre les détenteurs des services. Par exemple, le coiffeur, une réparation de voiture, des courses en taxi, ou par exemple des livraisons de courses chez soi. Et donc ce qui fait le prix d'un service marchand, c'est le coût de production et le bénéfice de l'entreprise. Un service non marchand, ça englobe par exemple l'éducation, l'accès à l'éducation dans les écoles publiques, ou encore aller à des hôpitaux ou aller à la mairie, des choses comme ça, des choses qui n'ont pas de prix. Les services non marchands sont produits par les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages. Par exemple, les associations sportives produisent des services non marchands. Comme ces services n'ont pas de prix, il est difficile d'évaluer, de leur donner une valeur. Donc on fait la somme des salaires de toutes les personnes qui ont produit ce service et ça nous donne une approximation de la valeur de ces services. Et donc comme c'est approximatif, c'est assez ennuyeux puisque les services non marchands représentent une part très importante de notre PIB. Moi par exemple, ma mère loue une partie de ma maison un week-end sur 2. Donc on peut voir des photos de la maison. Ensuite on peut réserver pour savoir quel jour on arrive, quel jour on part, etc. Le nombre de voyageurs qu'il y a. Et on peut voir les commentaires des gens qui sont venus avant. Et on a aussi les prix, et les règles, les caractéristiques. Alors moi j'utilise beaucoup le Bon Coin. Par exemple j'ai acheté mon chien, il est insupportable mais il est très mignon. Mon père a acheté sa voiture sur Bon Coin et a revendu son ancienne. Le Bon Coin c'est un site très connu où des particuliers peuvent acheter ou vendre plein de choses. Par exemple là je vais rechercher un cours d'économie dans le Rhône-Alpes. Donc là on trouve toutes sortes de cours particuliers qui vont de 25 € par exemple à 18 €. Lepotiron.com, c'est un site qui met en relation des particuliers et des petits producteurs qui veulent écouler leur surplus de production avec des familles qui recherchent des produits locaux. Donc c'est un site dont on peut trouver par exemple en France tous les jardins, les fermes qui proposent des produits locaux. Donc par exemple si je veux chercher quelque chose à Lyon, il suffit de regarder et après ça nous affiche tous les jardins donc, qui proposent des fruits et légumes à proximité. Bravo à eux, merci
pour cette introduction, cette préparation. Comme je vous le disais, je suis Philippe Ginès, le directeur de Citeco. Alors, Citeco, c'est quoi? C'est un nouvel établissement qui va ouvrir à Paris, dans le 17e arrondissement, dans une ancienne succursale de la Banque de France. C'est un projet porté par la Banque de France. Et Citeco, ça va être en fait un établissement avec des expositions permanentes, temporaires. Et ces expositions permanentes sont actées essentiellement sur le jeu, un petit peu comme ce qu'on peut trouver à la Cité des Sciences ou au Palais des Découvertes, c'est-à-dire que vous avez des modules qui sont là et vous êtes en interaction avec eux, il faut jouer, manipuler, toucher, se confronter, et la thématique générale porte sur l'économie. Alors, cet établissement va ouvrir normalement à ses premiers publics à la fin de l'année 2018 et pleinement au début de l'année 2019. Vous avez donc un lieu qui, architecturalement parlant, est extrêmement beau. Donc, je vous invite évidemment à suivre ce projet sur notre site internet citeco.fr. Vous y verrez de nombreux contenus à la fois sur le projet, mais aussi des contenus pédagogiques sur l'économie en général. Alors là, vous avez quelques images de synthèse qui vous donnent un petit peu l'allure du lieu, du bâtiment à l'intérieur. Et donc, n'hésitez pas, puisque c'est un nouveau site qui existe maintenant, mais ça va être un nouveau lieu qui va être ouvert à tous les publics, donc une nouvelle ressource pour tous, et il est fait pour vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes là donc pour parler de la sphère marchande et de la sphère non marchande, de leurs interactions. Je suis là avec deux personnes qui ont préparé donc un propos qui est complémentaire. D'une part, donc à ma droite, j'ai monsieur Jean-Yves Boulin. Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur associé à l'IRISO, je dirais peut-être un petit peu ce que ça veut dire, à l'université Paris-Dauphine à Paris. Vous êtes vice-président de l'association Tempo Territorial et vous avez mené de nombreuses études sur le temps de travail en France, en Europe, et sur l'articulation entre le temps de travail et les temps sociaux. Vous avez contribué à diffuser les politiques temporelles locales en France et dans plusieurs pays européens. Alors, vous avez réalisé plusieurs ouvrages et très récemment Les batailles du dimanche avec Laurent Lénard. Et d'ailleurs, je crois que cet après-midi, vous avez une séance de dédicace à 15h30 à l'hôtel de la Région. Michèle de Bonneuil, vous êtes administratrice de l'INSEE et inspectrice générale des finances. Vous êtes particulièrement connue pour vos travaux dans le développement du plan de développement des services à la personne, de vos analyses des services à la personne et par la création de l'analyse du concept de l'économie quaternaire. Ainsi, par exemple, en 2011, le Premier ministre vous a chargé de coordonner une mission de suivi et d'évaluation d'expérimentation concernant l'usage des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de cette nouvelle économie du quaternaire. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez un ouvrage qui récemment a été édité, La Révolution quaternaire, et c'est demain, à 12h30, que vous faites une séance de dédicace à l'hôtel de la Région. Alors, monsieur Boulin, pour commencer un petit peu sur cette thématique qui nous réunit aujourd'hui, quelle est en fait, à ce jour, avec les nouvelles technologies qui nous sont données, et notamment avec le numérique, avec le fait que le monde devient un village, quelle est l'évolution et comment peut-on parler de la continuité de cette interpénétration entre le temps de travail et le temps privé? Oui, alors, bonjour à tous et toutes. Merci pour cette présentation. Juste, puisque vous l'avez demandé, l'IRISO, c'est un laboratoire, un institut de recherche en sciences sociales et des organisations, mais qui regroupe en fait des économistes, des sociologues, beaucoup des sociologues du travail. L'IRISO regroupe aussi au sein de l'université Paris-Dauphine des politistes.
Voilà, donc c'est un assez gros laboratoire qui est dirigé par Dominique Médard. Et puis vous avez évoqué aussi Tempo Territorial. Et Tempo Territorial est une association qui regroupe les collectivités locales qui mènent des politiques du temps, c'est-à-dire qui réfléchissent à comment, au plan local, organiser mieux le temps de façon à faciliter faciliter la vie des gens, améliorer la qualité de vie, dans une perspective d'égalité aussi femmes-hommes. Il y a une mission des temps, donc il y a un bureau des temps dans certaines villes, il y a une mission des temps ici à Lyon, au Grand Lyon, qui a fait beaucoup de choses sur le covoiturage, sur la société servicielle notamment. Voilà, on avait organisé il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus très bien, des temporels, c'est-à-dire une journée annuelle ici à Lyon, sur le thème de la société servicielle. Alors, pour revenir à la question qui est posée ici, celle de l'interpénétration entre les deux sphères, la sphère privée, notre vie sociale, notre vie familiale, et puis la sphère professionnelle, quand on l'aborde sous l'angle temporel, en fait, il y a 2 manifestations concrètes et qui peuvent être, en tous les cas, une d'entre elles est stimulée, en tous les cas, par la nouvelle technologie de l'information, l'autre relève plus de problèmes d'une manière d'organiser le temps de travail. En fait, c'est sur celle-là que je voudrais dans un premier temps, commencer à faire un développement. En fait, ce sont 2 manifestations qui sont le télétravail et le développement d'horaires atypiques, en particulier le fait de travailler à des moments où normalement on est en temps libre, où on était en temps libre. C'est un phénomène assez récent qui a été développé dans les 30 dernières années. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, au sens où ça existait par exemple au XIXe siècle. Les productions étaient très souvent effectuées à domicile. Travail à la tâche, travail à façon, les grandes entreprises sous-traitées. Et donc il y a beaucoup de travailleurs à domicile, de fait. Et d'ailleurs je note qu'aujourd'hui, il y a cette interpénétration, elle prend parfois des formes un peu de retour au XIXe siècle. Je pense en particulier aux travailleurs chinois, au Prato en Italie, qui dorment sur place dans le textile, donc ils dorment sur place, ou à ce qu'on va voir dans les grands entrepôts d'Amazon autour de la période de Noël, où là ils vont embaucher beaucoup de gens et il y a tellement de travail et des horaires tellement lourds et longs que les gens dorment sur place autour des entrepôts, etc. Alors, la première manifestation de l'interpénétration, c'est celle des horaires atypiques, je disais. Bien sûr, il y a toujours eu des horaires. Ce qu'on appelle les horaires atypiques, c'est ceux qui sont en dehors d'un horaire standard, disons le 8-9, 17-18, hein, qui est régulier. Et ça, c'est... Bon, alors il y en a toujours eu, bien sûr, il y a eu du travail de nuit dans les entreprises, l'industrie à flux continu, en particulier, l'industrie qu'on appelle les industries de process, et puis toutes les industries de services, en tout cas tous les services type hôtellerie, restauration, divertissement, loisirs, etc., qui sont en fait aux marges du temps de travail standard. Hein, voilà. Donc il y en a toujours eu, mais le phénomène se développe assez récemment. Plus récemment, il a été stimulé, en tous les cas, il s'est développé de façon plus rapide. Et en fait, quand on regarde un peu, si on fait un peu un retour historique, si on regarde un petit peu, effectivement, il y a eu un mouvement de réduction du temps de travail depuis le milieu du 19e siècle. On a en gros diminué de moitié la durée du travail depuis le 19e siècle. Mais dans un premier temps, jusque les années 1980, ce mouvement s'est fait selon des normes stables et assez homogènes finalement, un cycle ternaire. On faisait des études, formation initiale, ensuite une carrière professionnelle, la retraite, et puis il y avait des horaires collectifs qui étaient plutôt réguliers et assez homogènes aussi. Et en fait, c'est à partir de 1981 et de la réduction du temps de travail que le mouvement de diversification a pris de l'ampleur. À partir de ce moment-là, il y a une tension très forte entre réduction du temps de travail et aménagement du temps de travail. Réorganisation du temps de travail, donc équipe, et c'est là où on a vu apparaître des horaires décalés, tôt le matin, tard le soir, développement du travail de nuit, du travail du dimanche, voilà. Donc un temps de travail qui se met aux marges, en fait,
qui vient remettre en cause la coupure qui avait été instituée par l'organisation fordiste du travail, c'est-à-dire une coupure qui s'est installée avec à peu près au début du XXe et qui s'est poursuivie jusque dans les années 80 dans tous les pays développés, qui était une organisation, encore une fois, où on avait un temps de travail, et puis au marque de ce temps de travail, on avait du temps libre, qui était le week-end, le soir, etc. Alors, ce phénomène, il a pris de l'ampleur. Par exemple, deux chercheuses de la DARES, c'est l'institut, enfin c'est l'organisme de recherche au sein du ministère du Travail. Deux de ces chercheuses, en travaillant sur l'enquête emploi du temps de 2010, ont dégagé le fait qu'il y avait 8 types de journées de travail et 9 types de semaines de travail. C'est-à-dire que les diversifications sont quand même très grandes, tant sur l'échelle quotidienne que sur l'échelle de la semaine hebdomadaire. Et nous, les travaux qu'on a fait avec Laurent Lénard, qui a été cité tout à l'heure sur le travail du dimanche, toujours à partir de l'enquête en emploi du temps, ces travaux révèlent que plus de la moitié, 55% des salariés, travaillent selon un horaire, seulement 55% des salariés travaillent selon un horaire qui est standard. Donc ce fameux 8-9, 17-18. Et les enquêtes emploi ou les enquêtes emploi du temps mettent en évidence, par exemple, une croissance du travail de nuit. Aujourd'hui, en 2012, c'est les plus récentes données qu'on a pour la France, 15% des salariés travaillaient la nuit, c'est-à-dire 1 million de plus qu'en 1991. De la même manière, sur le travail dominical, nos travaux montrent que 14% des dimanches observés, d'actifs occupés, comportent 2 heures de travail ou plus. C'est un doublement depuis le milieu des années 70. Donc on voit qu'il y a vraiment une excroissance, une croissance de ces horaires dits atypiques ou asociaux. Quand on est anglo-saxon, on parle de unsocial hours. Et alors ces mutations vers des temps de travail éclatés qui sont soumis en fait de plus en plus à la norme marchande, en lien avec d'ailleurs un basculement de nos économies vers des économies de services. Alors du coup ça concerne effectivement plutôt les activités de service et du coup plutôt les femmes. Donc on est là dans les femmes parce que il y a beaucoup d'emplois à temps partiel et dans les activités de service ce sont plutôt les femmes qui travaillent dans les activités de service. Donc il y a quand même un certain nombre de problèmes d'inégalité, qui se soulèvent des problèmes d'inégalité, en particulier, et d'ailleurs ces horaires atypiques qui sont même renforcés par le fait qu'il y a des formes d'emploi atypiques, c'est-à-dire les CDD, l'intérim, etc., qui se sont développés. Et c'est aussi, alors non seulement ça concerne les femmes, mais aussi les jeunes, par exemple. 90% des embauches se font sur CDD d'un mois. Et aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des salariés, 12% des salariés ont un contrat de travail précaire, mais c'est le cas pour 50% des jeunes de 15 à 24 ans, et c'est le cas pour 25% des ouvriers. Donc on voit qu'il y a des inégalités très fortes. En gros, les cadres, professions intermédiaires travaillent toujours selon un horaire standard, de façon dominante, bien sûr, en moyenne, tandis que les basses qualifications ou les jeunes sont plutôt sur des emplois précaires et du coup sur des emplois, des horaires atypiques. Et alors à cette dimension temporelle, purement temporelle, s'ajoute une autre dimension qui est celle qui vient d'ailleurs perturber les frontières entre travail et hors travail, c'est la densification du temps de travail, c'est-à-dire le fait d'être amené à réaliser plusieurs tâches dans un même temps, ou de devoir passer d'une tâche à l'autre, une polyvalence en particulier, ou l'intensification aussi du temps de travail, c'est-à-dire le fait de devoir réaliser les tâches dans un temps de plus en plus court. Il y a une enquête qui est menée de façon récurrente par une fondation de l'Europe, une fondation de la communauté européenne qui s'appelle Fondation pour l'amélioration de la qualité de vie et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui se trouve à Dublin, Newfoundland, et qui mène une enquête tous les 5 ans sur les conditions de travail. Et elle met en évidence, cette enquête, elle a mis en évidence, on en est à la 5e, qu'au cours des 25 dernières années, une proportion croissante de salariés estime devoir travailler beaucoup plus rapidement et avec des délais serrés. Et donc voilà, tous ces éléments, durée plus longue pour certains, horaires irréguliers, horaires atypiques pour d'autres, intensification ou densification du temps de travail, tous ces éléments
rendre beaucoup plus difficile l'articulation, certains parlent de conciliation, entre vie au travail et vie hors travail, et traduisent en fait un renforcement des inégalités au regard du temps. Le travail qu'on a mené pour la Fondation avec un autre collègue, Dominique Anxo, qui est en Suède, montre par exemple qu'un cinquième des actifs qui sont en emploi indiquent avoir une articulation vie au travail, vie hors travail. On dit, dans le langage anglo-saxon, on dit work-life balance. Un cinquième des actifs en emploi indique avoir une articulation. Cette articulation est dégradée, cette possibilité d'articuler les deux sphères. Et parmi eux, près d'un quart indiquent devoir travailler durant leur temps libre. Voilà, donc on voit bien que là, il y a un envahissement par le travail, un envahissement de la sphère privée. Et c'est des phénomènes qui sont plus répandus dans tous les pays développés, mais plus peut-être dans les pays anglo-saxons ou dans certains pays continentaux et méditerranéens. Alors nos travaux sur les impacts du travail dominical, par exemple, que nous avons menés avec Laurent Lénard sur les usages du temps et sur la sociabilité, sont assez éclairants de ce point de vue, parce qu'ils montrent par exemple que par rapport à un dimanche non travaillé, une personne qui travaille plus de 2 heures un dimanche voit son temps conjugal, c'est-à-dire passé avec son conjoint, diminuer d'un tiers. Le temps parent-enfant, les deux parents avec les enfants, diminué de 43%. Celui de mère-enfant, il est diminué de 70%, tandis que celui de père, le lien père-enfant ou avec les amis, est complètement annulé, 100% de réduction. Donc on voit bien que... Alors bien sûr, on a la même chose pour ceux qui travaillent en semaine. Ceux qui travaillent en semaine, ils ont le dimanche. Le problème, c'est que ceux qui travaillent le dimanche travaillent aussi en semaine. 90% de ceux qui travaillent le dimanche, par exemple, travaillent le samedi, c'est-à-dire sont sur le week-end. Hein. Et donc, ça a pour conséquence, en fait, et là, la question, puisque ceux qui travaillent le dimanche ont un repos compensateur, théoriquement. Pas toujours le cas, mais en général, ils ont un repos compensateur. Et ce qu'on montre, en fait, nos analyses montrent que c'est ce temps qui est perdu le dimanche par les personnes qui travaillent le dimanche n'est pas récupéré durant le repos compensateur. Pourquoi? Parce que le dimanche, il a un rôle, c'est un jour qui a un rôle de synchronisation. Le moment où on est ensemble, où tout le monde est censé ne pas travailler, bien qu'il y ait quand même à peu près 3 millions de salariés qui travaillent régulièrement le dimanche. Mais voilà, c'est le jour qui est censé être dédié au loisir, et donc il n'y a pas, lorsque les gens récupèrent en semaine, ont un temps de repos compensateur, ils ne peuvent pas, il n'y a pas de synchronisation avec d'autres personnes, pas automatiquement, ça peut exister, mais il n'y en a pas automatiquement. Alors voilà, l'autre manifestation sur laquelle je vais moins m'étendre, c'est le télétravail. Alors qui combine là, de ce coup-ci, ça combine à la fois la dimension temporelle et la dimension spatiale. Donc il s'agit essentiellement en France, en tous les cas, du télétravail à domicile. Donc le travail rémunéré, professionnel, s'invite à la maison. Là non plus, il ne s'agit pas, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une forme nouvelle, puisque ça existait au XIXe siècle, mais c'est un mouvement qui s'est réamorcé il y a une trentaine d'années, et en particulier avec l'apparition des technologies de communication qui permettent à tout, en fait, de travailler de n'importe où, à n'importe quel moment, etc. Donc c'est toutes ces technologies qui permettent l'ubiquité d'une certaine façon. Ces technologies, d'ailleurs, au regard de notre sujet, sont un puissant instrument de l'interpénétration des sphères professionnelles et privées. On peut en effet être sollicité par des messages électroniques à tout moment, à son domicile, comme on peut également procéder à des activités purement privées depuis son lieu de travail, par exemple via Internet, etc. Donc là, on voit bien que c'est une interpénétration qui est très, très forte. Alors il y a la législation s'intéresse à ça. Il y a eu un droit à la déconnexion dans la loi El Khomri, par exemple. Bon, c'est un droit à la déconnexion. On nous regarde beaucoup parce qu'on est les seuls pays en France. La France est le seul pays à avoir une législation qui instaure ce droit à la déconnexion. La mise en place concrète de ce droit à la déconnexion est un peu difficile, prend la forme de chartes, de bonne conduite, où il ne faut pas envoyer des mails trop tard le soir, etc. Alors en France, le télétravail au sens strict, c'est-à-dire celui qui fait l'objet d'un accord, qui objective en fait le fait de travailler 1 ou 2 jours par semaine depuis son domicile, est assez peu répandu. Mais le télétravail gris, ce qu'on appelle le télétravail gris, est
n'est pas mesuré, mais il est beaucoup plus répandu, bien sûr. C'est les arrangements qu'on va faire. On va dire, voilà, j'ai un rendez-vous à ce moment-là. Bon, en fait, par ailleurs, tout le monde ne peut pas télétravailler. Hein, on est bien d'accord aussi sur... voilà. Mais on est en fait en France très en deçà de ce qu'on connaît dans des pays nordiques en particulier ou aux Pays-Bas. Alors le télétravail pratiqué au domicile, évidemment, c'est une irruption évidente de la sphère professionnelle dans l'espace privé. Et pour être pratiqué, il suppose en fait d'avoir une organisation, d'avoir d'abord un lieu dédié, parce que sinon, s'il n'y a pas un lieu dédié avec des instruments, enfin, avec un équipement, etc., et une grande discipline d'organisation. Et il est stimulé aussi depuis quelques années par son potentiel de réduction de l'émission de gaz à effet de serre, puisque c'est un facteur de réduction des déplacements et des mobilités, en fait. Hein. Et alors, les collectivités locales se sont beaucoup intéressées, justement, je reviens là sur un peu ce que fait Tempo Territorial, s'intéresse beaucoup à ce potentiel pour réduire la pollution, réduire les embouteillages, etc. Et elles peuvent jouer un grand rôle dans l'évitement aussi de l'interpénétration de ces deux sphères à travers le travail, ce qu'on appelle le travail à distance, qui serait du coup plus du travail à domicile, mais du travail qui est exercé dans des tiers-lieux, dans des lieux qui sont installés dans le cœur de la ville, où la personne qui travaille ailleurs habite, en fait, près de l'habitat, mais qui n'est pas le domicile. Donc ça permet d'éviter, en fait, il y a un évitement de l'interpénétration. Et le grand avantage, ça s'est beaucoup développé aux Pays-Bas à travers ce qu'on appelle des Smart Work Centers, qui sont des centres à la fois où on peut travailler, bien sûr, on peut se plugger, on arrive, c'est un peu la forme d'un Fab Lab, etc., mais qui ont aussi des possibilités où on installe dedans des services soit de formation aux nouvelles technologies, soit des services, par exemple, si c'est dans un quartier un peu défavorisé, ça va être des services d'alphabétisation, ça peut être des services aussi de conciergerie, une crèche aussi, une cafétéria, etc. Donc ça devient à ce moment-là un lieu, un peu le cœur battant de la ville, qui sont souvent d'ailleurs dans des villes de dortoirs. Alors pour conclure, je dirais que ce soit les horaires atypiques ou le travail à domicile, mais également la question du lien permanent entre employeur et employé qui est permis par les technologies, on assiste en fait à un brouillage des frontières entre travail et hors travail. L'enquête sur les conditions de travail de Eurofound là, montre que, par exemple, que 45%, c'est-à-dire près de la moitié des travailleurs européens, là on est à l'échelle européenne, ont été amenés à travailler durant leur temps libre au cours des 12 derniers mois. Les 12 derniers mois qui précédaient l'enquête. C'est une enquête qui a été menée en 2015. Encore une fois, elles sont menées toutes les 5 ans. Donc à chaque fois, on voit une augmentation. Et il y en a ils sont encore beaucoup plus nombreux à faire état d'un équilibre de vie au travail, vie hors travail dégradé. Ils sont 41% en moyenne, contre 14% pour l'ensemble des salariés. Donc elle montre aussi que 14% des travailleurs européens continuent d'être préoccupés, et ça c'est une autre dimension, c'est la dimension cognitive, c'est-à-dire celle qui peut conduire d'ailleurs à un burn-out. 14% des travailleurs européens continuent d'être préoccupés toujours ou la plupart du temps par leur travail durant leur hors-travail, c'est-à-dire, et 21% disent se sentir toujours ou la plupart du temps trop fatigués pour effectuer par exemple des tâches domestiques nécessaires. Et 11% disent que leur travail les empêche de consacrer du temps à leur famille. Donc voilà, c'est un peu sa conclusion, c'est de montrer que ces horaires atypiques ou le fait de développer un travail à domicile non encadré, contrôlé, organisé, conduit à cette interpénétration de la sphère marchande et de la sphère privée. Merci. Alors, on voit bien avec cette intervention qu'avec le développement des nouvelles technologies et de ces nouvelles formes de travail, les frontières sont de plus en plus floues, ce qui a des conséquences très fortes sur nos relations sociales et notre vie privée. Mais il y a aussi de nouvelles perspectives qui sont données sur la production des biens et des services. Et là, je me tourne vers Madame de Bonneuil. Quelle est pour vous donc cette évolution qu'on est en train de vivre et les perspectives que l'on a avec le développement, la multiplication et la généralisation de ces technologies qui sont à notre disposition? Bonjour à tous.
En effet, je vais avoir une approche assez différente et complémentaire de celle qui vient de vous être présentée, ce qui montre d'ailleurs la complexité de la période que nous vivons, où beaucoup de choses se mélangent. Et finalement, ce qui est important, c'est d'essayer un peu de les séparer pour pouvoir les analyser séparément et finement et avoir des actions dessus. Donc moi je vais partir de la définition en fait du service. Enfin, je suis de l'INSEE au départ et donc je suis un petit peu influencée par la comptabilité nationale et certains d'entre vous connaissent une des définitions des services qui est une mise à disposition temporaire d'un bien ou d'une personne apportant un savoir ou un savoir-faire. Et jusqu'à présent, avec les technologies précédentes, avec la grappe des technologies de la mécanisation, en fait, on avait deux types de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs. On avait d'une part des biens industriels que l'on achetait et des services en fait, qu'on allait chercher dans des lieux dédiés, à l'école. Vous avez la petite vidéo de départ était vraiment très très bonne pour ce que je veux dire. Elle introduisait tout à fait bien ce que je vais essayer de développer. Donc, on avait ces deux types de produits avec des biens industriels productifs et puis des services qui étaient marchands ou non marchands, mais qui étaient considérés comme improductifs. Et qu'il était, parce qu'en fait, on ne savait pas, avec les technologies de la mécanisation, on ne savait pas organiser efficacement des mises à disposition de biens et de personnes. C'est pour ça que les mises à disposition de biens étaient rares, ou des voitures, mais de façon exceptionnelle. Et quand on voulait avoir une mise à disposition d'une personne, très généralement, on se rend dans un lieu où la personne bénéficie, enfin, un grand nombre de clients, de consommateurs, de tout ce qu'on veut, bénéficient de l'apport du savoir ou du savoir-faire de la personne qui le donnait. Donc on avait trouvé des formes tout à fait performantes pour ces services, mais on le voit lié au fait qu'on ne savait pas organiser ces mises à disposition de biens et de personnes de façon efficace. Les technologies numériques changent complètement cela, c'est-à-dire qu'elles savent organiser très efficacement les mises à disposition de biens et de personnes, et en particulier, elles savent le faire sur les lieux de vie, c'est-à-dire là où se trouve le consommateur. Ce qui est un déplacement énorme par rapport à ce qui s'est passé avant, puisqu'il y a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'on n'est plus obligé d'acheter les biens, puisqu'on peut nous les mettre à disposition, et que finalement, ce qui nous importe, c'est surtout l'usage, un usage facile. Dans les châteaux, les gens, ce qui leur importait, ce n'était pas d'avoir une calèche, c'était qu'on vienne leur apporter la calèche, si vous voulez. Bon, donc ce qui est vraiment important dans le bien, c'est l'usage. Et si on a pris l'habitude de l'acheter, c'était parce qu'en réalité, on ne savait pas le mettre à disposition de façon efficace. En tout cas, aujourd'hui, on sait le faire et donc ça ouvre des perspectives très intéressantes sur ce qu'on appelle la fonctionnalité, la circularité, puisque c'est clair que tant qu'on achète les biens, eh bien, on ne peut pas mettre en place des circuits de mise à disposition, d'usage et de recyclage des biens, ce que l'on va pouvoir faire aujourd'hui. Et puis la deuxième conséquence, c'est qu'on va pouvoir mettre à disposition temporaire des personnes sur les lieux de vie de façon efficace qu'on n'avait pas su faire. Encore une fois, là aussi, les populations riches ont toujours eu depuis très longtemps des domestiques, c'est-à-dire que tout le monde rêve de pouvoir avoir à disposition sur son lieu de vie de personnes apportant des savoirs et des savoir-faire. Simplement, ce n'était pas un produit de consommation de masse, ça va le devenir. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui est très différent et qui fait que finalement, on voit arriver une troisième catégorie de produits et qui est même le produit qui va être le produit final, celui que le consommateur va acheter dominant, auquel il va falloir donner un nom, et donc on propose d'appeler ça des solutions. Une solution, c'est une mise à disposition temporaire de biens ou de personnes sur les lieux de vie, c'est-à-dire au domicile, dans la rue, là où le consommateur en a besoin. Et donc, ce grand secteur de nouveaux produits que sont ces solutions, je propose de l'appeler quaternaire parce qu'il dépasse la segmentation entre secondaire et tertiaire. En quelque sorte, il marie le secondaire et le tertiaire dans un nouveau type de produit qui va permettre d'ailleurs de mieux satisfaire les besoins et donc de porter une nouvelle croissance. Alors, on peut dire, mais pourquoi ce ne sont pas des services ? De même qu'on pouvait dire qu'un drap industriel, pourquoi ce n'est pas comme un drap brodé
ou un pot fabriqué à la main, pourquoi c'est pas comme un pot industriel? Bon, tout simplement parce que ça ne se produit pas du tout de la même façon et que ça change complètement les modes de vie. Et donc, on a intérêt à l'appeler autrement, parce que si on l'appelle de la même façon, alors qu'en réalité, ça correspond à en particulier des modes de production et des modes de vie totalement différents, on mélange tout et on n'y comprend rien. Donc, par exemple, ces solutions, elles existent déjà, vous les consommez tous les jours. Par exemple, une application sur votre iPhone, vous n'auriez pas l'idée de dire que c'est une solution, un service, pas un service, c'est une solution. C'est-à-dire, c'est un moyen, effectivement, de vous mettre à disposition, là où vous êtes, de l'information des biens et des personnes qui vous permettent de satisfaire tout autrement et mieux les besoins. Donc, on a déjà ces solutions qui se développent à la vitesse grand V, et ce qui est intéressant de voir, c'est que leur développement se fait sur un mode d'organisation extrêmement différent de celui qu'on a connu dans l'industrie, c'est-à-dire dans ce secteur productif. Le nouveau secteur productif que nous avons là est un secteur qui est très différent de celui de l'industrie, parce qu'en réalité, les industriels qui ont créé ces nouveaux produits ont été absolument géniaux, puisque en utilisant les technologies de traitement de l'information, ils ont réussi à mettre à disposition des biens et des personnes sur les lieux de vie sans jamais manipuler les biens et les personnes. C'est-à-dire, eux ne font que traiter de l'information qui permettent à des travailleurs indépendants de se charger de tout ce qui pèse, les biens et les personnes. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est très très important, parce qu'on est dans une économie vous voyez, on n'est plus dans un système de concurrence parfaite, on est dans ce qu'on appelle la concurrence monopolistique, avec des concurrences de monopole, avec le risque de constitution de très gros monopoles, avec, si vous voulez, une concurrence beaucoup plus guerrière que celle que l'on a connue jusqu'à présent. Et on le voit bien aujourd'hui déjà avec ce qu'on appelle les GAFA, qui sont des acteurs qui sont presque pas contestables au niveau mondial, et une économie tout à fait guerrière, en ce sens qu'elle a toute une hiérarchie avec en haut des monopoles mondiaux et en bas, en fait, tous ces travailleurs indépendants qui se chargent de mettre à disposition les biens et des personnes et qui sont dans une situation de dépendance. Certes, ce n'est plus de la subordination dans un cadre salarié, mais qui est bien pire, puisque c'est une dépendance totale à des donneurs d'ordre qui, en fait, arrivent à repomper l'essentiel de la richesse. Ils sont simplement dans le rapport de force de repomper une grande partie de la richesse, puisque, par exemple, quand vous faites du covoiturage, la somme qui est versée par le covoituré est en fait en grande partie remontée jusqu'au GAFA qui organise ces mises à disposition. Et effectivement, légitimement, ils vous disent qu'ils sont apporteurs d'affaires, puisque c'est grâce à eux et grâce au traitement de l'information que vous pouvez trouver un covoituré, et donc ils sont dans le rapport de force de récupérer finalement la part qu'ils veulent. Et de toute façon, c'est très compliqué, parce que ces petites entreprises qui organisent le covoiturage sont en très forte concurrence, bien qu'en monopole, parce que ce sont de petits monopoles qui sont une concurrence très très forte. Donc, celui qui si vous voulez, serait plus cher que l'autre disparaîtrait immédiatement. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer qu'on est là dans un système de production qui est très différent de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant et qui peut envahir toute la sphère productive, puisque ces acteurs, si vous voulez, on le voit, en fait, ont un paradigme qui vise à terme à éliminer l'homme et à faire en sorte qu'on le remplace par des robots, de façon à pouvoir traiter tout ça par du traitement de l'information. Donc, je ne vais pas alourdir le propos là-dessus. Il y a de plus en plus d'ouvrages qui montrent ça, et je pense que tout le monde commence à comprendre effectivement à la fois les gros intérêts de cette organisation, de ce qu'on appelle l'ubérisation, et ce qui est la production à coût marginal nul. Donc je reviendrai si vous avez des questions, mais c'est tout ça dont on entend parler. On en voit bien l'intérêt, on en voit bien aussi les risques, et en particulier les risques d'une généralisation hâtive et à tous les secteurs de la vie. Fort heureusement, on n'est pas obligé
avec les technologies numériques, d'organiser ces mises à disposition temporaires sur ce mode du coût marginal nul. On peut aussi le faire dans un cadre très différent qui consiste à faire faire ces mises à disposition temporaires de biens et de ces mises à disposition de biens et de personnes par des vraies entreprises. Et c'est très différent. Alors je vais prendre un exemple qui va vous faire comprendre tout de suite ce dont je veux parler. Par exemple, je suppose que vous mélangez un peu autopartage et covoiturage. En réalité, il ne faut pas les mélanger. Le covoiturage est une solution à coût marginal nul, c'est-à-dire c'est une entreprise qui traite de l'information et qui délègue à des travailleurs indépendants les mises à disposition de voitures. En revanche, dans l'autopartage, Autolib à Paris, je ne connais pas à Lyon, mais voilà, dans chaque ville, vous avez un entrepreneur qui est chargé de ça, et ce sont des entreprises. À Paris, c'est chez Bolloré, donc vraiment une grosse entreprise qui achète ces voitures et qui les met à disposition des gens qui en ont besoin, qui les réparent, qui les entretiennent, qui les lavent, qui les transportent d'un lieu à un autre. Donc on a là deux façons de faire des solutions qui n'ont rien à voir. Voilà, et qui sont complémentaires, parce qu'on a besoin à la fois de l'autopartage et du covoiturage. Le problème, c'est que le covoiturage est extrêmement rentable, alors que l'autopartage ne l'est pas du tout. Parce qu'effectivement, manipuler des biens et embaucher des personnes, eh bien c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, à rentabiliser que de ne pas le faire. Donc, je ne sais pas où j'en suis, voilà. Donc, si vous voulez, je terminerai en disant que le défi, c'est d'effectivement arriver à contrecarrer la vitesse avec laquelle les GAFA, et donc cette production à coût marginal nul va tout envahir, réussir à le contrecarrer avec une nouvelle industrie qui est en train de se faire à partir de toutes les entreprises de services. Aujourd'hui, toutes les entreprises de services qui sont concurrencées par l'ubérisation cherchent à organiser cette production complémentaire de ce type de solution, mais malheureusement, ils ont beaucoup de difficultés. L'autopartage n'est pas rentable du tout. Et vous savez, par exemple, on parle beaucoup de silver economy, qui est donc une nouvelle façon de vivre chez soi quand on vieillit. Eh bien, il y a depuis 10 ou 15 ans, des industriels, des entreprises de services cherchent à mettre en place cette silver economy. Ils ont beaucoup de mal. Vous voyez bien que cette silver economy, elle n'apparaît pas, parce que c'est très compliqué de faire en sorte que ces produits soient rentables. C'est possible, et j'espère qu'on aura le temps d'en dire quelques mots dans un deuxième temps. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser quelques questions, je les reçois avec la tablette, et j'en ai une pour vous, monsieur Gaudin. Donc, le développement des services disponibles sur les lieux de vie et du télétravail ne va-t-il pas définitivement fusionner les sphères privées et professionnelles et isoler les agents économiques? Oui, alors c'est un peu le risque. Enfin, c'est pas le risque, si effectivement la perspective qui est dessinée par Michel de Bonneuil, c'est effectivement d'avoir des gens à disposition. Par exemple, dans la silver economy, si je comprends bien, c'est quand même l'idée d'avoir des gens qui puissent intervenir dans le domicile de la personne à tout moment, c'est-à-dire s'il y a un problème, etc. Donc effectivement, là il y a un risque. En tous les cas, il y a en tous les cas pour le salarié, pour celui qui travaille pour ces entreprises, il va se trouver fatalement, très souvent dans des situations où il interviendrait sur des horaires atypiques, etc. Alors on l'a déjà, par exemple, avec, je sais pas, la livraison à domicile des repas. Moi, ce que ça pose comme question pour moi derrière, c'est celle de la revalorisation de ce type de travail. Parce qu'en fait, les boulots de service, c'est très souvent des petits boulots qui sont effectués par des jeunes, qui sont effectués par... Alors ça, parfois, ça donne un petit coup de... Ça leur permet de s'insérer sur le marché du travail, mais dans des conditions qui ne sont pas pérennes. C'est-à-dire que, en fait, les contrats de travail sont assez mal définis, ou alors ils sont en auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que là, ils sont en fait des faux indépendants, c'est-à-dire juridiquement, ils sont indépendants, mais économiquement, ils sont dépendants, puisqu'ils ont un seul employeur. C'est le problème d'ailleurs de Deliveroo, de
toutes les entreprises de VTC, etc. Donc on tombe dans le domaine de l'ubérisation, là, effectivement. Donc là, il y a quelque chose, si ces emplois, qui sont des emplois d'aide à la personne, qui sont des emplois qui permettent, et qui sont, pour moi, justifiés, hein, dans leur il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'effectivement, tous ces emplois qui pénétreraient dans la maison, dans le domicile, etc., sont des emplois de service, donc pour moi, méritent en tous les cas d'être revalorisés en termes que ce soit salarial, qu'en termes de formation, en termes d'évolution, etc. Et jusqu'à présent, c'est quand même pas la perspective qui est tracée. Oui, alors je voudrais justement... c'est pour engager le débat avec vous, Michel. Non, mais je suis tout à fait... C'est le sujet. Si vous voulez, il y a deux aspects, je trouve, extrêmement importants dans ce travail chez la personne. C'est que d'une part, ça va permettre de rebrasser l'habitat. Parce que, vous voyez, pourquoi il y avait des concierges parce qu'on avait besoin, dans les immeubles luxueux, il y avait des concierges. Donc, si vous voulez, ça va permettre de retrouver une mixité de l'habitat, simplement parce que tout le monde aura besoin de tout le monde. Donc ça, je pense que c'est quand même extrêmement, extrêmement intéressant. Par ailleurs, alors, l'autre sujet encore plus important, c'est que on a l'habitude de considérer que le travail à domicile, c'est de la domesticité, parce que ça a toujours été comme ça. Voilà. Là, il faut voir que ce qu'on va avoir, c'est des chaînes de production industrielle sur les lieux de vie. C'est-à-dire ça n'a plus rien à voir. D'accord ? Alors aujourd'hui, on n'en est pas là parce que, encore une fois, c'est très compliqué à organiser. Monsieur Ford, il a mis 50 ans à trouver une organisation productive de ses voitures. Donc là, on est à l'orée de l'organisation de ce travail à la maison. Par exemple, si vous voulez, puisqu'on parle de silver economy, si vous voulez surveiller les chutes d'une personne chez elle, d'accord ? C'est un exemple tout à fait intéressant de ces nouvelles solutions productives. Bon, il va falloir que vous ayez une entreprise qui vienne poser des capteurs que la personne n'achètera pas, ça n'a aucun sens d'acheter un capteur de chute. Le capteur sera posé par une entreprise qui l'entretiendra, qui viendra régulièrement sans que la personne ait besoin d'appeler, etc., et qui sera recyclé en fin de vie, etc. Première chose. Deuxième type d'entreprise, il faudra surveiller les données captées en permanence à distance. Donc ça, c'est encore un tout autre métier d'une autre entreprise. Troisième entreprise, il va falloir que des gens interviennent en cas de besoin. N'est-ce pas ? Et après, ils vont le mettre amener à l'hôpital, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une coordination de plein d'entreprises de services très différentes, qui évidemment ne peuvent pas être la même entreprise, hein, parce que ça ne correspond à rien, mais qui doivent être en coordination très étroite pour pouvoir et automatiser pour que ce soit rentable. Donc il faut une plateforme commune qui aujourd'hui n'existe pas, qui permette si vous voulez, de coordonner tout ça. Donc on n'a pas le temps d'aller plus loin là-dedans, mais vous voyez qu'en réalité, le travail des gens sur les lieux de vie sera un travail non plus comme dans l'usine, en face à face avec une machine, ou dans les services en face à face avec une personne, mais sur le lieu de vie en face à face avec une personne, avec des machines numériques qui vont apporter les gains de productivité qu'on avait autrefois dans les usines avec les machines de la mécanisation. Donc, si vous voulez, il y aura dans les maisons dégagement de gains de productivité sur ces salariés qui y travailleront et qui donc ne seront plus du tout des gens, si vous voulez, improductifs. Ils seront aussi productifs que ne le sont, que ne l'étaient, puisqu'aujourd'hui il n'y en aura plus, les travailleurs dans les usines. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une révolution à la fois culturelle et organisationnelle, parce qu'il faut faire, encore une fois, de l'industrie à la maison. Alors, une question pour vous deux qui vient de la salle. Est-ce que, d'après vous, la sphère non marchande est-elle réellement contrainte par un impératif de rentabilité ? La sphère non marchande. La sphère non marchande. Moi, j'ai l'impression que ce que nous dessine Michel de Bonneuil, c'est un peu ça. On a l'impression que c'est l'espace privé qui devient un lieu de production. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais il me semble que c'est un peu ça, quoi. Donc c'est vraiment un basculement. Aujourd'hui, je dirais que, pour revenir sur les questions de temporalité, aujourd'hui, quand on
décide, on fait des lois par exemple sur l'ouverture dominicale des commerces, c'est un peu, alors d'une part, c'est une injonction pour le salarié à aller travailler le dimanche, donc il travaille le dimanche, donc, mais c'est hors de son lieu, hors de son domicile en tous les cas. Mais par ailleurs, c'est du point de vue de la sphère privée, c'est quand même aussi une injonction pour nous, en tant qu'habitants, voilà, celui qui est en temps libre, une injonction de dédier ce temps libre à la consommation, c'est-à-dire à faire marcher nos sociétés, quoi, à faire marcher l'économie, à faire marcher la production. C'est-à-dire il faut votre temps libre, c'est pas du temps libre. Voilà, on a ouvert les commerces, c'est pour que vous alliez, c'est pas pour aller vous balader dans les forêts, méditer, etc., prendre du temps, etc. Ça doit devenir un temps, votre temps libre doit devenir un temps productif. Et donc voilà, dans ce cadre-là, on a l'impression effectivement qu'on bascule progressivement vers une marchandisation de l'ensemble des temporalités et une marchandisation en fait à la fois de l'espace marchand bien sûr, mais aussi de l'espace non marchand, donc de la sphère privée. Oui, alors évidemment, j'ai envie de compléter ce qui a été dit parce que c'est pas parce qu'on peut faire des choses qu'il faut les faire. Après, c'est une question de discernement. Bon. Donc, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de choses qui étaient jusqu'alors non marchandes peuvent devenir marchandes. Et c'est très bien, par exemple, le fait de pouvoir contrôler des personnes qui chutent à distance, c'est une opportunité formidable. Bon, on préfère le faire avec des personnes plutôt qu'avec des robots. Donc, on a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout marchandiser. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Poste. La Poste est aujourd'hui en train de faire payer des gens qui vont venir parler avec la personne âgée, hein, alors qu'avant, le facteur, il faisait ça gratuitement. Vous voyez ? Bon. Donc, on voit bien que... Bon, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que la Poste, elle ferait beaucoup mieux d'organiser la prévention de chute des personnes âgées plutôt que de faire venir, de marchandiser ce contact avec la personne. Voyez ? Ce qui est très intéressant dans cette économie, c'est qu'il faut réfléchir à ce que l'on veut. C'est pour ça que c'est très important de savoir ce que l'on peut faire. Parce que de toute façon, si on peut le faire, il y aura des acteurs qui le feront, et qui le feront n'importe comment. Par exemple, encore une fois, les GAFA, qui eux ont un objectif qui est quand même de supprimer l'homme et de le transformer par des robots humanoïdes, etc. Donc, il y a des possibilités, comme je l'ai expliqué, d'entreprises qui peuvent faire autrement du marchand, hein, dans des tas de domaines. Après, évidemment, il faut aussi avoir du discernement sur ce qu'on veut confier au marché, ce qu'on ne veut pas confier au marché. Et c'est clair que si on a quand même des gens qui travaillent et qui sont bien rémunérés et qui peuvent réfléchir à la société dans laquelle on vit, on a une meilleure chance que ceci soit bien géré. Donc, évidemment, c'est une société dans laquelle les possibles sont immenses. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les gens perdent les pédales. Les possibles sont immenses. Il est très important de voir ces possibles, de voir que certains sont très intéressants, que d'autres le sont moins, que tout ça va devoir se juxtaposer et se coordonner dans la vraie vie. À nous, après, de savoir ce que nous voulons. Donc je pense que plutôt que de se plaindre, il faut se dire que c'est passionnant. Simplement, il faut comprendre pour pouvoir, encore une fois, faire les choix qui correspondent à ce que nous voulons pour faire continuer l'Homo sapiens, hein, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit. Oui, non, alors, je suis assez d'accord avec ça, mais alors je pense que j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il me semble, par exemple, comme vous dites, moi je suis complètement d'accord avec vous, Michel, sur l'idée de dire il faut savoir ce qu'on veut. Mais pour savoir ce qu'on veut, il faut peut-être en délibérer. Donc j'ai l'impression que là, l'économie, comme toujours d'ailleurs, hein, les gens, l'entrepreneuriat, il entreprend, donc il fait des choses, soit par l'ubérisation, soit comme vous dites, plus difficilement en essayant de réinjecter de l'humain. Mais alors, quelles sont selon vous les modalités justement de définir ce que l'on veut, c'est-à-dire à quelle échelle ça va se faire? Est-ce que c'est une échelle nationale? Est-ce que c'est une échelle locale à laquelle je croirais plus, à la limite? Par exemple, dans le cadre des politiques temporelles, on voit bien que bon voilà, il y a des concertations qui sont engagées. Bon voilà, il y a à Lyon, il y a eu effectivement
des grandes opérations de covoiturage à Lyon mises en place par la mission des temps. Mais là, il s'agissait, là, je crois vraiment que ça marchait bien, parce que ce n'était pas du tout une plateforme extérieure. Ce sont des entreprises qui sont, par exemple, à Lyon-Confluence, qui se dans différents endroits où il y a un certain nombre d'entreprises qui mutualisent, en fait. Qui font une sorte alors c'est covoiturage, ou on appelle ça covoiturage, c'est pas de l'autopartage, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont au même endroit, qui habitent à peu près dans le même endroit et qui vont travailler ensemble. Au lieu de prendre une voiture, au lieu de prendre 4 voitures, on en prend une. Voilà. Et donc là, c'est à travers des systèmes, il faut trouver des systèmes de concertation pour définir quelle direction on veut prendre, parce que sinon, on va être dépassé par justement le marchand qui va chercher, parce que même ceux qui, vous l'aurez là, ils cherchent quand même à faire du profit, d'une certaine manière. Donc, si son entreprise ne marchera pas, s'il ne fait pas de profit. Oui, mais encore une fois... Il faut définir les modalités de définition de ce qu'est, je reprends le mot d'Aristote, la vibonne, parce que c'est comme ça aussi qu'on cherche quelque part. Oui, ce que je veux dire, on est tout à fait d'accord, hein, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il manque dans le paysage une vision de ce que serait que la vibonne. Parce que ce qu'on a comme vision, si on essaie de réfléchir, c'est celle du GAFA et du coût marginal nul, qui est une vision qui est triste. Voilà, qui est triste parce qu'elle supprime le travail, en tout cas elle le rend petit boulot, et elle emmène à la fin de l'Homo sapiens un régime accéléré. Cette vision n'est pas une vision acceptable. Elle est acceptable si elle est partielle, si elle est lente. Que l'Homo sapiens s'arrête. Peut-être pour ceux qui ne sont pas spécialistes dans la salle, pour développer ce qu'est la notion de coût marginal nul. Ah oui, alors oui, ça va aller très vite si vous voulez. Comme je vous l'ai expliqué, c'est les GAFA, toutes ces entreprises dont on parle, en fait, elles se sont spécialisées uniquement dans des logiciels de traitement de l'information. C'est ça qu'elles font, des logiciels qu'elles mettent dans applications, c'est ça. Bon. Donc elles ont un coût fixe. On simplifie beaucoup, hein, mais elles ont un coût fixe de conception, de mise à disposition de ces applications. Et ensuite, elles ont un outil qui permet de diffuser cette application sur l'ensemble du monde. Parce qu'elles utilisent en fait des gens qui savent par exemple conduire, elles utilisent des savoir-faire élémentaires. Et donc, si vous voulez, la seule chose qui les intéresse, c'est le seul coût qu'elles mettent en œuvre, c'est ce coût de définition du logiciel. Donc, un coût fixe. Elles n'ont pas, comme on dit en économie, de coût variable, de coût de matière et de coût d'homme. D'accord ? Puisqu'elles délèguent tout ça à d'autres. Donc, si vous voulez, plus il y a de consommateurs qui vont utiliser ces applications, plus elles vont partager le coût fixe qu'elles ont mis dans ces applications en un nombre extrêmement grand, puisqu'il y a potentiellement des milliards de consommateurs et très vite, en tout cas des dizaines de millions de consommateurs. Donc ce coût fixe est tellement partagé qu'il devient nul. Ce qui fait que, si vous voulez, le coût de production d'une unité supplémentaire est nul. Ce qui n'a jamais existé. Hein, pour ceux qui font un peu d'économie, c'est les rendements croissants, etc. Bon, donc le coût, il est croissant avec la quantité. D'accord ? Là, il est décroissant jusqu'à devenir nul. C'est pour ça qu'on l'appelle le coût marginal nul. Vous voyez bien que c'est une idée absolument génialissime, mais qui, dans son paradigme même, est diabolique. Puisque ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas, on veut nier la matière et l'homme. Dans un monde où on a besoin de faire attention à la matière et on a besoin que les gens aient du travail, en tout cas à un horizon de quelques décennies. On ne peut pas comme ça se dire que les gens ne vont plus avoir de travail ou juste du petit boulot après-demain. Ça, c'est pas possible. Donc moi je pense que si on veut que les gens s'intéressent à ce monde, il faut qu'ils aient quelque chose qui leur permette une vision, une vraie vision d'avenir. C'est pour ça que je pense que ces solutions que j'appelle quaternaires, mais celles où l'entreprise embauche des gens et gère de la matière de façon efficace, je pense que ça, c'est une façon intéressante de dire aux gens, regardez, intéressez-vous à ça, hein, et après, consommez ce que vous voulez, parce que finalement, si le consommateur il veut que des robots, c'est tout, on a la messe est dite, hein, c'est la démocratie, on se plie. Mais le problème, je crois que le sujet, c'est que le consommateur ne veut pas que des robots, il veut des hommes. Simplement aujourd'hui, il n'y a pas cette offre. Voilà. Donc moi, je pense que le choix, il est
d'abord de pouvoir avoir dans le marchand, à l'intérieur de la sphère marchande, il faut avoir quelque chose qui permette à chacun de prendre soin de la matière et d'avoir un bon travail pour chacun. Et je pense qu'alors, les hommes, très naturellement, ils seront pertinents. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas être marchands, eh bien, ils le laisseront non marchands. Et effectivement, une fois que la Poste aura organisé des services marchands sophistiqués pour les personnes âgées, eh bien, c'est en allant s'occuper de la personne qui sera tombée ou en allant s'occuper de la faire manger, etc. C'est là qu'il y aura la discussion. On ne va pas payer. Bon, voilà. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura organisé une nouvelle économie marchande, très différente, mais voilà, avec des hommes, etc., eh bien là, le citoyen retrouvera sa capacité de discernement pour savoir ce qu'il veut laisser dans la sphère marchande et ce qu'il veut laisser dans la sphère non marchande. Alors, je me tourne vers les lycéens qui sont partenaires de l'opération, qui, je crois, ont préparé quelques questions. Donc, bonjour. Donc, la frontière entre le marchand et le non-marchand tend à s'estomper au profit d'un travail domestique de plus en plus marchandisé. Donc, quel est le meilleur terme à utiliser? Travail au noir, ou économie souterraine licite? Qui veut répondre? Est-ce que d'une certaine manière, en fait, j'ai aussi un complément de question dans la salle, est-ce que c'est pas aussi une source de revenus complémentaire pour des personnes qui disposent de services vers la communauté sans que ça soit une recherche de revenus pleins? Non mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut, pour le moment, les libérisations, c'est un peu la seule façon pour des jeunes en particulier, ou pour les personnes âgées, puisque c'est là que ça se localise, dans les pays où ça se développe beaucoup, c'est là que ça se localise de plus, pour le moment. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est des compléments de revenus, et c'est très bien. Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter l'ubérisation, il s'agit de lui donner sa juste place. Sa juste place. C'est-à-dire que le consommateur puisse dire, moi j'en veux tant, et je veux aussi des solutions quaternaires, je veux des solutions où il y ait des hommes. Donc c'est ça qui est important, c'est de pouvoir donner le choix. Oui, alors, juste, parce que vous avez parlé de travail domestique, alors moi ce qui me fait, l'alternative en fait, c'est aussi, est-ce que, jusqu'à présent, quand on regarde le travail domestique, du point de vue des usages du temps, il tente à diminuer. La tendance, justement, avec il tente à diminuer de deux manières. C'est-à-dire qu'il tente à diminuer parce qu'on a intégré des technologies, pas de nouvelles technologies, des technologies, je sais pas, le four à micro-ondes, etc., qui permettent de gagner du temps. D'un autre côté, on fait appel aussi à des repas préparés, etc., qui sont... Alors, c'est vrai depuis 1986 jusqu'à 2010, le travail domestique, en particulier les femmes, ont réduit très fortement leur travail domestique. Et je pense que là, elles le réduit d'1 heure par jour. Hein. Donc, c'est pas rien, c'est conséquent. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont rentrées sur le marché du travail, donc elles ont augmenté leur temps de travail. Et là, la question qui est posée quand même, c'est aussi, à travers tous ces services là, qui sont en train de se développer, que ce soit les services de repas à domicile, de livraison, etc., de repas, des Deliveroo, etc., pose la question quand même de est-ce qu'il vaut mieux se faire livrer quelque chose dont la qualité d'ailleurs peut être tout à fait discutable, ou est-ce que le fabriquer soi-même n'est pas mieux? C'est-à-dire dans ce cas-là, c'est plutôt réduire la durée de travail dans le marchand pour pouvoir avoir une activité à domicile, etc., qui serait de travailler sur la qualité, les circuits courts, etc. Donc là, il y a une alternative aussi qui est posée, me semble-t-il, en tous les cas. Donc c'est un peu cette question qui est... soit effectivement l'espace marchand devient... L'espace privé devient un lieu où le marchand rentre et reprend toutes les activités qu'on faisait soi-même avant, soit on donne plus de temps libre aux gens et ils ont plus de temps libre pour faire ça. Bon, voilà, ça après, alors avec un risque, c'est une inégalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire de renvoyer les femmes au foyer, ce qui n'est pas du tout l'objectif, bien sûr. Oui, mais je pense aussi qu'on peut très bien
bien dire que dans un monde où on veut que la matière soit moins exploitée, que finalement il y ait moins d'avoir plus. Bon, il faut bien se trouver et se tourner vers une organisation de l'être mieux. Vous voyez, bon. Donc là, on est là. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est être au plus près des gens pour les aider à user des biens, en user bien, et à s'occuper des gens pour qu'ils soient le mieux possible. Donc on ne peut pas regretter quand même une évolution de ce type. Elle est très favorable, c'est celle dont on a besoin. Alors après, bon, évidemment, on peut dire qu'il y a des risques, oui, mais il y a aussi d'énormes opportunités. À nous de les gérer. Je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est de voir où on va, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Donc, j'entends bien ce que vous dites, mais je pense que c'est pas contradictoire. Et encore une fois, cette idée qu'on va s'occuper des gens chez eux, auprès d'eux, qu'on va les débarrasser de toutes les corvées d'entretien des biens auxquels on ne comprend plus rien de toute façon. Et bon, tout ça est tellement compliqué que c'est quand même intéressant d'avoir des gens qui vont pouvoir nous aider plutôt que de faire le 36, le 0, le 4, le 8 et c'est jamais ça, etc. Si on peut avoir des aides coordonnées avec, et être bien chez soi avec des aides de toutes sortes, moi je ne vois pas comment on peut le regretter et ça ne nous privera pas de se faire priver, je ne pense pas. Une autre question ? Bonjour. Alors, moi, ma question, c'est quelles conséquences ces nouveaux services ils ont sur le calcul du PIB et est-ce que du coup notre croissance n'est pas sous-évaluée ? Oui, très bonne question. C'est vrai que pour le moment, c'est tout le problème des mutations. Pour le moment, la comptabilité nationale, les solutions, elle ne connaît pas. Elle ne connaît que les services. Et les services, comme vous le savez, ils sont le plus souvent, comme vous le disiez très bien, ils sont valorisés avec les salaires, donc ça ne va plus du tout. Ça va plus du tout et les nomenclatures, Dieu sait si c'est important, hein, les nomenclatures ne sont plus adaptées. Mais refaire une nomenclature, c'est des décennies. Si vous voulez, on est dans un autre monde, mais bon, ayant été à l'INSEE, si vous voulez, on voit que la comptabilité nationale est une construction magnifique, magnifique. Les gens qui ont fait ça, c'est à l'époque de la mécanisation, hein, on trouvait justement des nomenclatures, des façons de mesurer qui ont été fabuleuses. Je ne doute pas que lorsque on comprendra ce qui se passe et qu'effectivement on voudra le représenter dans une nouvelle nomenclature et avec des nouvelles façons de mesurer, je suis absolument certaine que les gens de l'INSEE et de tous les instituts statistiques du monde feront ça très très bien. Mais c'est vrai, nous sommes dans une période transitoire dans laquelle peut-être, effectivement, même sans doute, on ne mesure pas bien la croissance. Ceci étant, je pense que la croissance, même si on disait qu'elle est de 10, on ne serait pas mieux, parce que notre problème, c'est quand même que la richesse est très inégalement partagée et que de plus en plus de gens n'en voient plus la couleur. Et que ceci finit par avoir des conséquences dramatiques dans un certain nombre de pays qui sont beaucoup plus en avance que la France sur ce thème. Par exemple, les États-Unis ou le Royaume-Uni, où les inégalités aux États-Unis sont plus élevées qu'en 1929. Plus élevé qu'en 1929. Alors on ne voit qu'à New York et à San Francisco, donc on ne le voit pas. Mais dans toutes ces régions qui votent Trump et qui sont complètement désorientées, il faut savoir que c'est quand même ça qui s'y passe. Donc le problème de la croissance, de la mesure de la croissance est un vrai sujet. Le vrai sujet quand même, il est celui de la répartition de la richesse, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on avait trouvé de génial dans nos démocraties, c'est que le travail était un outil de répartition de la richesse. Tout le monde travaillait et tout le monde était en capacité, dans le rapport de force, de récupérer une partie de la richesse qu'il avait contribué à créer. Nous sommes sortis de cette situation. Et donc nos démocraties sont en danger à cause de ça. Et le risque est d'autant plus vrai que ce n'est pas qu'une part de la richesse qui est donnée par le travail, c'est aussi le financement de l'État-providence. Oui, évidemment, puisque si tout le monde ne travaille plus, on n'arrive plus à créer ce collectif qui consistait à dire chacun va donner une petite part
d'ailleurs qui lui reviendra, mais qui sur un système assurantiel, etc. Donc, moi je pense que quand il y a le plein emploi, que tout le monde est rassuré sur son futur, etc., les hommes retrouveront, j'en suis absolument certaine, un autre système de répartition, de répartition secondaire. Mais si la répartition primaire n'est pas à peu près convenable, on oublie les répartitions secondaires. Vous voyez, quand Hamon a essayé de parler du revenu universel pour corriger le fait qu'il y avait beaucoup de chômage, ça ne peut pas marcher, parce que ceux qui ont gagné beaucoup d'argent ne veulent pas en redonner. Donc on ne sait pas faire une répartition secondaire à partir d'une répartition primaire trop inégalitaire. Et d'ailleurs, les gens disent, ils n'ont qu'à travailler, ils ne veulent pas savoir, qu'ils ne trouvent pas un travail. Voyez, donc, je crois vraiment qu'on est dans une situation aujourd'hui qui mérite vraiment qu'on y travaille, parce qu'on est en danger. Alors, il nous reste deux questions. En fait, vous avez déjà commencé à y répondre. Une question sur le travail et une question sur la protection sociale. Je vous propose de laisser la parole aux deux élèves qui vont vous poser ces questions, puis peut-être que vous aurez l'opportunité de reprendre des éléments de votre réponse. Bonjour, ma question ce serait de savoir où passe la frontière entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Et moi je me demandais ce qu'il en était de la sécurité sociale en fait, de la protection sociale pour tous ces travailleurs qui sont à la frontière entre le marchand et le marchand. Bon, alors sur la frontière travail rémunéré, travail non rémunéré, bon, on en a parlé pas mal, quoi. Alors, comment l'aborder? On peut soit l'aborder à travers la temporalité, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais on peut aussi l'aborder par rapport, c'était un peu posé en filigrane. Par exemple, il y a longtemps que des économistes ont posé la question, par exemple, de la valeur du travail domestique. Est-ce que ce travail domestique est un travail est-ce qu'il ne rentre pas dans la comptabilité nationale, en tout cas? Et donc, je ne suis pas économiste, hein, donc je parle sous le contrôle de Michel. Hein. Je ne suis pas économiste, mais en tous les cas, c'est une question qui est posée depuis tout le temps, depuis en particulier les années 70, on s'est posé la question de réintégrer, de dire ça c'est du travail, le travail s'occuper de ses enfants, s'occuper de production, la production domestique, c'est un travail bien sûr. Et d'ailleurs, nous, sociologues, qui travaillons sur les questions d'usage du temps, on parle de temps contraint. Le temps contraint, c'est à la fois en reprenant les catégorisations, les nomenclatures de l'INSEE, justement, de l'INSEE qui sont internationales, en fait, sur les usages du temps, c'est d'ajouter le travail professionnel rémunéré, donc hors l'espace domestique, et le travail domestique, le travail domestique contraint, donc c'est des tâches auxquelles on ne peut pas échapper. Et donc, du point de vue du temps, ça permet de voir un peu quel est l'équilibre entre il y a une certaine convergence entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Voilà, donc la frontière, elle est là. Et en fait, ça pose, c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est la question entre faire appel à par exemple, à des livreurs de repas ou faire soi-même le repas. Le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on va avoir un repas. Donc voilà, soit il est produit, réinternalisé dans l'espace domestique, donc il n'est pas rémunéré du coup, et de l'autre côté, c'est des libéraux, des gens qui viennent vous les livrer, et des gens qui les fabriquent aussi, bien sûr. Voilà. Et de ce point de vue-là, alors juste pour relancer une question à Michel, moi je suis assez d'accord sur tout, réintégrer, de remettre de l'humain, et en particulier donner effectivement du travail et tout. Mais il faut que ce travail ait à la fois du sens, et il faut que ce travail il soit valorisé. Et ces travaux-là dont vous parlez, tous ces travaux d'aide à la personne, aujourd'hui, ils ne sont pas valorisés. Ce sont des travaux qui sont dévalorisés. Malheureusement, moi je voudrais qu'il y ait une vraie délibération là-dessus, parce que s'occuper des personnes âgées aujourd'hui, comme s'occuper des enfants, c'est quelque chose qui est pour moi d'une valeur considérable. Hein, c'est une valeur considérable, ça apporte, c'est une valeur ajoutée énorme.
Ça suppose des qualités qui sont des qualités de comportement, des qualités de compétences pour savoir, vous savez, savoir relever une personne qui est tombée, c'est pas du tout simple, il y a des gestes qu'il faut apprendre, etc. Or, ces emplois sont des emplois qui sont on va appeler, pas des petits boulots, mais des emplois mal rémunérés, mal protégés, etc. Alors, juste si je peux, parce que c'est un sujet je trouve très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une nouvelle grappe technologique énorme, hein, comme on a eu celle de la mécanisation. Donc, on a une ouverture des champs des possibles immense. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser de façon très nouvelle la question « qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer nos vies ?» C'est ça. Et il y a des possibles énormes qui sont à notre disposition. Voilà. Bon, donc je trouve dommage qu'on n'arrive pas à avoir des débats là-dessus, et en particulier sur le fait qu'il y a deux façons avec des GAFA qui vont tout envahir, etc. Bon, donc le sujet qui est posé à nous, c'est effectivement de se reposer la question de ce qu'on fait de façon artisanale, hein, puisque le domestique c'est ça, qu'est-ce qu'on fait tout seul de façon artisanale, et qu'est-ce qu'on confie au marché parce qu'on considère qu'il le fait mieux, c'est-à-dire qu'il nous apporte quelque chose que tout seul on n'arrive pas à avoir. Donc c'est effectivement très compliqué. Ceci étant, sur la considération attachée à ces travaux, moi j'étais à la base du plan des services à la personne. Je peux vous dire que dans les entreprises de services à la personne, j'ai trouvé le même enthousiasme que celui que j'avais trouvé, parce que mon père était à la SNECMA, donc j'ai vécu ce moment d'envol de l'aéronautique. J'ai trouvé, je vous le jure, le même enthousiasme dans ces nouvelles entreprises de services à la personne que celui que j'avais rencontré enfant sur les avions. Voilà. Donc, c'est facile, à partir du moment où vous aviez un plan avec un ministre qui s'y intéressait, des trucs à la télé où les gens on parlait de leur travail, etc. Bon, par ailleurs, je ne sais pas si vous avez parlé avec ces personnes qui s'occupent des personnes âgées, je n'en connais pas une qui n'adore pas son métier, je n'en connais pas une. Voyez ? Donc, il ne faut pas... Nous, on a un regard comme ça de l'extérieur. Mais en réalité, quand vous exercez ces métiers, vous avez en face de vous des gens pour qui vous êtes très importants. Donc, vous savez, il n'y a pas tellement de salariés qui ont le bonheur d'avoir en face d'eux toute la journée des gens qui les trouvent très importants. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis ensuite, évidemment, on a un biais sur la technologie, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise une technologie, il est plus valorisé, c'est normal, puisqu'il va pouvoir récupérer des gains de productivité, et finalement, les hausses de salaire, c'est ça. Donc, lorsqu'on aura réussi à organiser ces chaînes de production productive à la maison, sur lesquelles ces nouveaux salariés travailleront au domicile, en face à face avec des gens, mais avec des machines, eh bien, vous verrez tout de suite, ces gens seront beaucoup plus valorisés, comme l'ont été les ouvriers de la mécanisation, simplement parce qu'ils étaient sur des chaînes de production qui dégageaient des gains de productivité et qu'ils étaient dans le rapport de force d'être rémunérés de façon, comme disait M. Force, à pouvoir acheter les machines qu'ils produisaient. Donc tout ça peut se reproduire mutatis mutandis dans une toute autre néo-industrie qui est celle que j'appelle du quaternaire et qui est celle qui est en train de se mettre en place. Et pour donner un petit peu de chance à Homo sapiens et participer au financement de la protection sociale, ne faut-il pas, en ce cas, taxer les robots? Mais encore une fois, là on est dans le cadre qui est, à mon avis, un sujet trop étroit, qui est celui que les GAFA vont gagner. Les GAFA, on ne les obligera pas. Vous voyez, c'est pas une question de loi. La seule façon de conserver notre protection sociale, c'est, encore une fois, d'avoir une industrie alternative, complémentaire des GAFA. Et à ce moment-là, si tout le monde a un travail, et gagne correctement sa vie, parce qu'effectivement, sur des chaînes de production, etc., eh bien la protection sociale, encore une fois, on pourra la repenser, mais on trouvera des solutions. Parce qu'il y a des conditions pour qu'une protection sociale puisse se faire, c'est que chacun puisse contribuer. Voilà. Si chacun ne peut pas contribuer, on l'oublie. Voilà. Si chacun peut contribuer, il n'y a aucun problème. Évidemment, les hommes trouveront le moyen de faire quelque chose qui sera approprié.
Est-ce que ce brouillage entre les frontières, entre le temps de travail et le temps libre, ne risque pas de prendre le dessus jusqu'à rendre presque nul le temps libre? C'est une question, comme dire. Alors, après, c'est qu'est-ce qu'on entend par temps libre? Là, j'évoquais la question de la consommation, c'est-à-dire est-ce que aller faire du shopping et aller dans un centre commercial, c'est avoir du temps libre? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Donc là, il y a une question de subjectivité qui est importante. En tous les cas, ce qu'on peut dire, alors, le temps libre, justement, c'est une question, on regardait aussi, la durée du travail a diminué de moitié. Et de fait, un peu mécaniquement, le temps libre a augmenté. Mais le temps libre, c'est pas seulement une question de quantité, c'est pas seulement une question de durée, c'est une question, d'ailleurs, c'est un peu pareil pour le temps de travail, de la même manière d'ailleurs, c'est aussi une question de qualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre et comment on le fait, avec qui, etc. Et quand on interroge des gens, c'est-à-dire que nous, on n'a pas travaillé que de façon statistique, on a fait aussi une enquête, par exemple sur la question du dimanche, on a fait une enquête sur, justement, qu'est-ce que vous faites le dimanche, c'est quoi l'utilisation du temps libre le dimanche, etc. Et qu'est-ce que vous voudriez faire? Ce que veulent les gens dans une petite ville, une ville moyenne de province, une ville qui a Brive-la-Gaillarde, c'était là où on a fait cette enquête. Bon, il se trouve que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des endroits où ils peuvent se rencontrer, ils peuvent apprendre des choses, etc. Donc, ils privilégient des espaces de rencontre, des espaces avec des événements culturels. Ils disaient, on préférerait que ce soit la médiathèque qui soit ouverte plutôt que les commerces. Il y en a qui citent les commerces aussi, hein, mais enfin, ils arrivaient en 4e position par rapport à lieu de rencontre, etc. Donc, la question du temps libre, ensuite, c'est effectivement, si... Là, dans le cas présent, dans ce qu'on dit, que ce soit Michel ou moi, il n'y a pas de... ça n'empiète pas sur le temps libre des gens. Les gens vont travailler, si tout le monde travaille, il y aura un temps de travail et un temps libre. Après, c'est vraiment ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, il y a quand même une petite injonction à ce que notre temps libre soit productif. Alors après, voilà, c'est un peu une question philosophique, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est quoi l'utilisation du temps libre? Est-ce que c'est quelque chose où on peut, par exemple, ne rien faire? Aujourd'hui, ne rien faire devient soit un luxe pour certains, soit au contraire quelque chose d'abominable, c'est-à-dire il faut occuper le temps, or méditer, avoir le temps de regarder un paysage, etc. C'est ça le temps libre, pour moi, en tous les cas, la conception que j'en aurais. Voilà. Donc effectivement, la question des frontières, elle est à la fois... Elle est liée à une dimension collective. Voilà, on ouvre les commerces, donc on va aller. On va aller se balader dans les centres commerciaux, etc. Est-ce que c'est ça la façon la meilleure d'utiliser son temps libre, ou est-ce que c'est au contraire de pouvoir passer du temps avec des amis, etc. La question porte en fait qu'est-ce qu'on fera des humains quand les robots feront le travail? Ben oui, mais Michel dit justement, il faut arrêter de recourir au robot. Oui, je suis bien d'accord avec elle là-dessus. Et alors, je voulais juste, moi, je suis persuadé de ce que vous dites, Michel, pour que je n'ai pas particulièrement travaillé sur les gens qui s'occupent des autres, l'assistance, etc. J'ai travaillé, par exemple, j'ai fait des enquêtes dans le secteur de la propreté, qui est un secteur, là aussi, qui est très dévalorisé. Et c'est vrai que les gens ont une fierté du travail qu'ils font. Simplement, c'est le regard qui porte sur eux, et c'est aussi les conditions dans lesquelles ils le font. Le travail de la propreté, en général, faire intervenir dans des infrastructures collectives, des entreprises, des administrations, etc. Ça se fait tôt le matin, tard le soir, avec des grandes pauses. Moi, je voyais des gens qui avaient autant de temps de transport que de temps de travail. Il y avait des périodes où ils travaillaient de 6h à 8h du matin, et puis le soir, c'était de 19h à 13h, etc. Donc le reste du temps, et parfois une autre prestation dans l'après-midi, ils passaient leur temps dans les transports, ils rentraient chez eux, puis voilà. Et donc, je disais ça parce que il y a effectivement... mais chez eux, il y avait une fierté. Alors, on a beaucoup travaillé avec les collectivités locales pour faire en sorte que ce travail... Voilà, une façon de revaloriser ce travail, c'est aussi de faire en sorte, par exemple, c'est posé la question, c'est le maire de Rennes, en particulier, Edmond Hervé à l'époque, on avait discuté de ça, il a dit, mais moi je vais faire en sorte que le ménage soit fait dans la journée, pendant que les gens travaillent. Et puis c'est très faisable. Donc pour ça, il faut discuter, il faut faire une négociation, voilà, il faut expliquer, parce qu'il faut que les gens s'approprient cette nouvelle démarche.
Et c'est pour ça que je pense que la délibération, je pense qu'elle est très importante avant de dire on va faire comme ça ne peut pas se faire tout seul. Il y a une délibération, il y a quelque chose, il faut mettre ça comme un élément du débat public, du débat citoyen. Vers quoi on veut aller? Est-ce qu'on veut des robots, ou est-ce qu'on veut plutôt des humains? Et si on veut des humains, alors à quel prix? Et voilà, parce que c'est vrai qu'ils sont très fiers de leur travail, mais souvent ils sont en burn-out, je pense à l'hôpital en particulier, tous ceux qui sont dans on voit bien, dans les EHPAD, etc. Aujourd'hui, c'est un travail éreintant, les gens ne sont pas suffisamment nombreux, donc il faut donner des moyens, si on veut, il faut se donner des moyens aussi de développer ça. Donc on manque de personnel dans ces activités-là. Et c'est ça que j'appelle aussi la revalorisation, c'est que à un moment donné, les gens disent et on traite les personnes âgées comme des biens, en fait, comme des produits, mais on n'a plus là. Ce que Ivan Illich appelait quand même, on revient souvent sur des débats comme ça. Ivan Illich, c'était un économiste, philosophe, sociologue, je sais pas, philosophe qui a beaucoup écrit dans les années 70 sur le développement de nos sociétés, sur les fonctions éducatives, sur l'hospital, etc. Et qui montrait qu'on allait dans le mur. On y est allé, quand même. On y est allé, et il avait raison. Et je pense que c'est très intéressant de relire Ivan Illich aujourd'hui. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a ces questions-là doivent faire l'objet d'une appropriation. Il faut qu'on se rende compte de ce que c'est aussi de travailler, même si les personnes sont très fières de leur travail, souvent elles ont des difficultés parce que c'est mal payé, très franchement, c'est très mal payé. Et c'est pas très valorisé, voilà, parce qu'il faut aussi avoir des systèmes de formation qui permettent d'évoluer dans ce métier-là, etc. Oui, alors, juste pour... Je crois qu'on sera d'accord là-dessus. On est absolument d'accord, Jean-Yves. Ce que je pourrais seulement dire, c'est que je pense que c'est plus facile de revaloriser des gens et de reprendre un débat si on le fait de façon neuve. C'est-à-dire, si au lieu de parler de petits boulots, de services et de machin, on parle de solutions sur les lieux de vie, avec les néo-industries qu'il va falloir organiser, où les gens vont travailler à trois. Bon, tu vois, il faut mettre un peu de la matière, parce qu'en plus, c'est pas seulement pour faire joli, c'est que c'est ça qui va faire qu'en effet, les gens seront comme sur des chaînes de production, c'est-à-dire que avec la capacité de créer plus de richesses par heure de travail. Donc, et donc la capacité de demander à être mieux payé. Et à ce moment-là, tout le monde les considérera mieux parce qu'effectivement, on verra un mieux-être apparaître pour le consommateur. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une vision renouvelée de ce qui se passe, de façon à tenter les gens et à provoquer ce débat sur ce qui est en train de se passer, qui est très, très important et très intéressant. Au lieu de se désespérer sur le fait qu'il n'y a plus d'emploi, voilà, qu'il n'y a que des petits boulots et tout ça, parce que c'est malheureusement, si on se laisse aller, c'est ça qui va arriver, mais si on ne se laisse pas aller, ce n'est pas ça qui va arriver, et il y a quelque chose de très intéressant à discuter. Le temps est maintenant écoulé. Peut-être encore une petite minute, si vous avez une petite conclusion de 30 secondes chacun pour nous donner sur cette thématique qui est large, ou peut-être une ouverture, comme ça on partira non pas avec des réponses, mais d'autres questions. Excusez-moi, j'avais juste en fait une jeune fille qui est là, qui voulait poser une question aussi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Oriane, je viens du lycée Michelet avant, et du coup ma question... La Poste marchandise le service à la personne, mais la Poste fait également la promotion de ce service en remettant en question la valeur du rôle des enfants vis-à-vis des aînés. Le coût marginal nul nie la personne au profit de l'immatériel. Serions-nous dans une crise de la culture au sens d'Hannah Arendt plutôt que dans un nouveau champ des possibles ? Donc je reprends, la Poste fait également la promotion de ce service en remettant en question la valeur du rôle des enfants vis-à-vis des aînés. Le coût marginal nul nie la personne au profit de l'immatériel. Serions-nous dans une crise de la culture au sens de Hannah Arendt? À vous. Je n'ai pas bien compris en quoi le travail nie les relations enfants-parents. Moi j'ai demandé une explication de ça.
Il y avait une petite... La Poste marchandise le service à la personne. La Poste fait également la promotion de ce service en mettant en question la valeur du rôle des enfants vis-à-vis des aînés. Alors peut-être que là, il y a peut-être un besoin d'explication. C'est la publicité dont vous aviez parlé. Oui. Non, mais si vous voulez, bon, on peut pas. Enfin, je pense que la Poste, ce que fait la Poste est très intéressant, puisqu'ils sont effectivement, comme toutes les entreprises de services, face à ce risque de perdre leurs salariés qui sont menacés par l'ubérisation. Donc, on est dans une période extrêmement intéressante où la Poste, comme plein d'autres entreprises, sont en train de se demander comment ils vont pouvoir évoluer pour ne pas avoir à licencier 170 000 personnes. Bon, donc, ce sont des sujets extrêmement, extrêmement sérieux. Bon, effectivement, c'est intéressant parce que la Poste communique sur ce qu'elle est en train de faire. Donc, ça permet à tout un chacun d'être au courant un petit peu de ce qui se passe, etc. Donc, on va pas critiquer la Poste. Je pense que, voilà, simplement, ce sont des débats qui méritent d'être vraiment mûris, partagés. Oui, on peut dire qu'on est simplement dans une mutation très importante qui nécessite, encore une fois, qu'on en parle, qu'on amorce des idées nouvelles de façon à pouvoir renouveler les débats et apporter des nouvelles solutions. Merci. Oui, juste par rapport à Hannah Arendt, je crois qu'effectivement, on est dans un moment, vraiment, mais je pense que tout le débat qui a été mis là, et puis je pense que tout le débat aujourd'hui sur ces 3 jours des GECO, et ailleurs, montre bien qu'on est dans cette crise culturelle. On est dans cette crise culturelle et je crois que le plus beau exemple de ça, ça a été par exemple cette campagne présidentielle qu'on a eue entre quelqu'un comme... parce que Benoît Hamon a fait des propositions qui étaient des propositions, entre guillemets, révolutionnaires. C'est-à-dire que lui, il s'est projeté dans un futur où il y aurait pénurie des emplois, où il fallait justement comment faire pour partager le travail, pour que tout le monde ait un travail. Donc lui, c'est à travers la réduction du temps de travail, il a proposé des choses qui, on va appeler un peu utopiques, par exemple, tandis que d'un autre côté, les partis traditionnels ont été complètement désemparés par rapport à ça, c'est-à-dire que ce soit la gauche ou la droite, et donc finalement c'est quelqu'un d'autre qui est passé, qui était justement, qui se dégager de ces partis traditionnels, mais on voit bien que la crise aujourd'hui, elle est soit aller vers de plus en plus ce mouvement de libéralisation qui permet aux GAFA de prospérer, voilà, et qui est créateur d'inégalités, soit on essaye de repenser quelque chose, et là on voit que ça bloque parce que ça n'a pas marché. Donc le mot n'a pas été compris. Il n'a pas été compris parce qu'il allait trop loin. Mais moi je pense qu'on est aujourd'hui, pour faire vite, entre utopie et dystopie. C'est-à-dire que soit effectivement les utopies à la Thomas More, etc., il faut réinventer des choses sur la base de ce qui existe, soit on va vers une société dystopique, c'est-à-dire où effectivement c'est une utopie très négative, la dystopie, c'est-à-dire qu'avec je dirais, pour prendre un exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette série Tripalium, ou même Blade Runner, par exemple, est le premier, pas le deuxième, où on a une société qui est très... Big Brother aussi, de 1984, une société qui est dominée par des grosses entreprises, et en dessous, une espèce de prolétariat, prolétariat travaillant ou ne travaillant pas. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie crise, je pense, dans cette crise culturelle, et que je crois qu'à chaque changement technologique, c'est ça qui peut se poser. Oui, et qu'il faut pouvoir proposer une vision d'espoir. C'est-à-dire que je pense que ce qui a manqué à Hamon, c'est qu'il posait des vrais problèmes, mais les solutions qu'il proposait n'étaient pas de nature à emballer, à tenter la masse des gens. Voilà, parce qu'effectivement, elle n'était pas tentante. Parce que, bon, donc, c'est vraiment ça le problème. Et Lyndon Johnson, il disait, sans vision, les peuples périssent. Je crois que c'est vrai. C'est vrai, et nous sommes aujourd'hui en manque de vision parce que celle qui se présente à nos yeux est mortifère. Donc il faut travailler là-dessus et effectivement sortir de ce monde dans lequel soit on nie qu'il se passe des choses, soit on donne des problèmes sans solution. Donc il faut vraiment s'attacher à proposer des solutions, proposer des visions, d'espoir. Je vous remercie.
souhaite tous une excellente journée.